Donc on va continuer cette séance par une partie court et donc cette partie va porter sur la co-intégration et les modèles à correction d'erreurs. Donc voilà le plan un peu du cours. Je vais commencer par une petite introduction sur ce que c'est que la co-intégration et quels problèmes ça pose lorsqu'on la prend pas en compte. Ensuite, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet en parlant un petit peu de l'écriture d'une relation de co-intégration, comment on la teste, comment on l'interprète et comment on l'estime et comment on l'interprète. Et vous allez voir que finalement ça ressemble beaucoup au modèle VAR. Alors il faudra juste prendre en compte, en fait, ces deux chapitres qui sont très liés l'un l'autre. Il faudra prendre en compte le fait que lorsqu'on fait un VAR, on s'intéresse généralement aussi à la relation de cointégration. Euh, voilà. Alors, donc ici c'est un peu les packages dont on a besoin quand on s'intéresse à la cointégration et aux modèles à correction d'erreur, donc qui sont les modèles qui permettent justement de prendre en compte une relation de co-intégration entre deux variables. Alors, en introduction, qu'est-ce que c'est déjà la manière intuitive, enfin, qu'est-ce que c'est que la co-intégration et la manière intuitive d'essayer de se la représenter, c'est par l'exemple un peu connu euh, du chien et son maître qui, aurait, qui aurait un peu bu, donc un ivrogne et son chien qui marche dans la rue. Donc on imagine que le chien est tenu en laisse par cette personne qui est un petit peu bu. Et donc, comme elle a bu, elle ne marche pas tout à fait droit. Donc on peut imaginer une série d'indices boursiers ou un rendement. Voilà, quelqu'un qui marche un petit peu de manière aléatoire avec un chien. Donc le chien représenterait un autre indice boursier. Et donc en fait, à court terme, le chien et son maître prennent des directions potentiellement différentes, mais du fait qu'il y ait une laisse, il y a une force de rappel qui fait que finalement les deux individus vont suivre une tendance à long terme qui est la même. C'est ça l'idée. C'est-à-dire on a deux séries qui à court terme peuvent diverger, mais par contre à long terme vont être liées par une relation. Euh, voilà, il y a une force de rappel pour les deux séries qui les ramène vers une tendance de long terme. Alors qu'est-ce qui se passe quand on a deux séries XT et YT qui sont non stationnaires, donc intégrées d'ordre 1 par exemple, et qui sont indépendantes? Ce qui va se passer, c'est que quand on estime la relation Y sur X, potentiellement on va avoir une régression fallacieuse, c'est-à-dire que l'on va obtenir des coefficients alpha et bêta qui vont être significatifs. D'accord. Donc ça, c'est une expérience qui a été menée par Granger et Newbolt, qui sont deux auteurs incontournables quand on s'intéresse au VAR et à la cointégration. Euh, voilà, donc il va y avoir une relation significative entre X et Y. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on a deux séries indépendantes comme ça et non stationnaires, finalement, la régression fallacieuse va impliquer que les tests c'est-à-dire l'inférence statistique, les tests de significativité sur les différents paramètres, etc., vont être faussés. Euh, Par ailleurs, voilà, un certain nombre de lois asymptotiques vont être invalidées lorsque l'on régresse l'une sur l'autre deux séries qui sont non stationnaires. Et donc les modélisations de type VAR et ARMA, qu'on a vues dans des chapitres précédents, ne vont pas fonctionner sur des séries non stationnaires. Alors on pourrait se dire, ok, on a des séries qui sont non stationnaires, du coup on ne peut pas appliquer les modèles qu'on connaît, donc VAR et ARMA, donc on n'a qu'à stationnariser nos séries. Sauf que quand on stationnarise, potentiellement, on va masquer les propriétés de long terme des séries. Et par ailleurs, on peut éventuellement avoir une relation entre les séries à long terme. Et c'est ça qu'on va appeler la relation de cointégration. Et pour ça, on a des modèles, enfin pour estimer ce type de relation, on a des modèles qui s'appellent des modèles à correction d'erreur. Donc ces modèles prennent en compte la relation long terme, qui est un type de relation qui n'est généralement pas pris par les autres modèles. Donc c'est ce à quoi on va s'intéresser ici. Alors on va juste illustrer le fait que lorsqu'on a des séries non stationnaires et même parfois indépendantes, on va
avoir, lorsque l'on régresse de manière complètement linéaire, classique, par les MCO, Y sur X, on va avoir des tests qui sont faussés, c'est-à-dire de la significativité qui ne devrait pas apparaître. Donc pour illustrer ce phénomène, on va définir deux séries X et Y qui vont suivre toutes les deux des marches aléatoires, donc c'est-à-dire qu'on définit chacune en fonction de son premier retard et d'un bruit blanc. Donc UT et VT suivent des lois normales centrées réduites. Et donc à chaque fois, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va estimer la relation entre Y et X, et dans un deuxième temps, on va mener des simulations de Monte-Carlo, c'est-à-dire qu'on va générer un certain nombre de séries X et Y qui seront toutes indépendantes les unes des autres, et on va s'intéresser au bêta et à la significativité des bêtas qui ressortent des estimations de Y sur X. Donc là, rapidement, ici, on a une fonction qui est définie de sorte à générer une série qui suit une marche aléatoire pour n observations. Donc ici, on initialise la série. Donc c'est-à-dire qu'on va prendre un entier au hasard entre 0 et 20. Ici, donc, je définis une liste vide dans laquelle je vais stocker mes observations. Et donc pour i allant de 0 à n, et que j'ai n plus une observation, je vais à chaque fois prendre ma dernière observation et je vais lui ajouter un nombre aléatoire. Ok. Et donc ça va me donner ma nouvelle observation. Et donc cette nouvelle observation, je la mets dans ma liste initialement vide. Et donc à la fin, je vais retourner, à la fin de ma fonction, je vais retourner un array qui va contenir ma série. Donc je définis X et Y de façon indépendante, d'accord? Et ça c'est notamment lié à mon initialisation qui du coup ne sera pas la même pour X et Y, mais c'est également lié au fait qu'à chaque fois je rajoute un bruit blanc qui est indépendant à chaque période et donc pour chacune des deux variables. Et quand je regarde un petit peu l'évolution de ces deux séries, on se rend compte que j'ai deux séries qui divergent. Donc voilà, il n'y a pas de relation particulière entre ces deux séries, c'est normal. Suivent toutes les deux des marches aléatoires indépendantes. Pourtant, quand je régresse Y sur X, ici, donc par des MCO classiques, j'obtiens un bêta qui est fortement significatif, qui est significatif au seuil critique de 1%. Ce qui est inattendu, puisque on a défini X et Y de manière complètement indépendante. On devrait avoir un bêta qui est totalement non significatif. Et là, on est typiquement dans un cas de régression fallacieuse. Alors pour illustrer un peu ce qu'ont fait Granger et Newbold, on va mener une simulation de Monte-Carlo. Là, on profite un petit peu de cet exemple pour vous montrer un peu la simulation de Monte-Carlo. Donc ici, je boucle sur 2000K. Donc ça, si vous n'avez pas des ordi particulièrement performants, ne reproduisez pas ça, parce que le nombre de calculs augmente très vite. Donc bref, je vais 2000 fois estimer, créer des variables x et y, estimer la relation de y sur x et récupérer les bêtas et les p-valeurs qui sont associées à ces estimations. Et donc quand je regarde à la fin la distribution de mes bêtas, ce qu'on remarque, c'est qu'ils sont, là c'est les p-valeurs, non c'est les bêtas. Donc, ils sont tous concentrés autour de 0, ce qui est normal, puisque normalement j'ai pas de relation entre x et y, mais ce qu'on constate, c'est que j'en ai quand même un certain nombre qui sont en dehors de ce mode à 0. Et donc finalement j'ai beaucoup de cas dans lesquels le bêta estimé est différent de 0. D'accord? Et quand on regarde justement la moyenne des p-valeurs associées au bêta, en moyenne, les bêtas sont significatifs au seuil de 5%. Et même en réalité, quand on regarde la distribution, la répartition de ces bêtas, de ces p-valeurs, pardon, on constate que la très grande majorité de ces p-valeurs est en dessous de 0,01. Donc, c'est-à-dire qu'on a une significativité du bêta qui est
dans la très large majorité des cas, inférieurs, enfin, les bêtas sont significatifs à 1% dans une très grande partie des estimations. Et finalement, on n'a que quelques points pour lesquels la relation estimée est non significative. Donc voilà, c'est des quelques points assez rares qui vont tirer d'ailleurs les p-valeurs vers le haut. Et donc là, on a bien illustré le fait que sur 2000 estimations, on pourrait le faire sur 10 000, 20 000, ça serait encore plus probant comme simulation de Monte-Carlo. Mais disons que là, on a bien illustré le fait que malgré, malgré le fait d'avoir généré des séries qui sont indépendantes l'une de l'autre, lorsque l'on fait la régression linéaire de y sur x, on a bien des relations qui sont significatives. Donc on est bien dans un cas de régression fallacieuse. Donc ça c'est lié à la non-stationnarité, au fait d'avoir régressé des variables qui sont non stationnaires l'une sur l'autre. D'accord. Voilà, donc maintenant qu'on a illustré un petit peu ce phénomène, que du coup on a compris l'intérêt d'aller vérifier qu'il existe bien une relation euh, de long terme entre des séries non stationnaires, on va s'intéresser justement à comment on caractérise et comment on estime cette relation de long terme.